Bonjour et bienvenue à cette troisième séance d'Ideal Wellness. Aujourd'hui, je vous propose de parler du bonheur, de comment irradier la santé, le bien-être et avoir des relations harmonieuses, à la fois avec soi-même, avec les autres, en couple, en famille. Vaste sujet. Alors, pour commencer, ce qui est important à comprendre, c'est que le bonheur est quelque chose que les gens perçoivent autour de nous. Et la première chose que les gens perçoivent, c'est notre subconscient. On sait qu'à 90%, les gens lisent essentiellement notre message corporel. Quand bien même nos émotions, nos pensées sont d'une certaine qualité, ce qui se traduit par notre corps, c'est ce que perçoivent les gens et finissent tôt ou tard par y répondre. En d'autres mots, pour pouvoir émettre d'autres signaux à notre environnement qui puissent leur permettre de répondre en affinité avec ces signaux, il est important de transformer le rayonnement, les émanations de notre corps. On a un ami qui vient nous voir. Alors, pour ça, il faut comprendre que dans toutes les traditions, ce qu'on appelle le bonheur, c'est ce que les sages anciens appelaient la respiration de l'âme, la capacité à se nourrir de l'essence de la vie, tout simplement. Le bonheur pour eux n'est pas lié à une acquisition, à une possession, à une relation, il est beaucoup plus profond que ça. Il est un état de recevoir la lumière, l'amour qui est partout dans l'univers et en soi et autour de soi, et pouvoir le restituer. Cet échange de l'essence de la vie, on pourrait dire, vers soi et autour de soi, c'est comme ça que dans toutes les traditions, on perçoit la notion de bonheur. Cet auteur, Amram Mikhaël-Ivanov, nous parle des sources inaltérables de la joie, et on peut le retrouver chez les Dalai Lama, maintenant même les physiciens quantiques se sont mis à la même conclusion en comprenant les champs tachyoniques dont nous avons parlé la dernière fois, en comprenant qu'on change ses états de conscience en se concentrant sur certains états, certaines essences de la vie. On se rend compte que l'état de bien-être, l'état de bonheur et l'état donc de santé est très indépendant des valeurs qu'on a pu développer dans nos sociétés. Alors, quand on parle de bonheur, quand on parle de paix, quand on parle de santé, on parle des sommets de notre être. Et il est important de comprendre que atteindre nos sommets, c'est un voyage de tourmente. C'est un voyage comme l'alpinisme qui part de la vallée, dans le confort, pour aller vers certains sommets intérieurs, où on va vivre des états d'extase, des états de bien-être, mais qui demandent de développer un certain amour des sommets, un certain amour de l'ascension. Et on est passé par des étapes différentes, chacun d'entre nous, mais globalement, on passe par 4 étapes pour se développer, avant en général de trouver le goût de s'élancer naturellement vers ces sommets de notre vie intérieure. Et c'est bien important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce fondement de ce langage corporel que les gens vont percevoir, qui est vraiment notre personnalité, qui est la partie qui est la plus égotique, pour reprendre des concepts plus orientaux, et comment à partir de ce port d'attache, à partir de cette vallée, on va pouvoir se lancer dans des découvertes de soi-même ou dans des ascensions de soi-même. Et bien sûr, en fonction de notre vécu antérieur, on n'est pas équipés tous de la même manière. Mais peu importe comment on est équipé, ce qui importe, c'est l'enthousiasme, c'est l'ardeur, et c'est de comprendre l'intérêt que nous avons à nous dépasser et à aller à la conquête de nous-mêmes. Alors pour ça, c'est important de comprendre que tout d'abord, tout commence bien sûr dans le ventre de notre mère. La première chose que on doit faire dans le ventre de notre maman, c'est lui survivre. Notre mère vit un certain nombre de stress, de tensions, en fonction de si c'est une grossesse désirée, si sa relation avec son conjoint est positive ou négative, si elle passe des stress plus ou moins difficiles. On sait maintenant avec l'épigénétique que l'enfant va sélectionner les gènes pour pouvoir aider la maman à survivre au mieux, pour avoir une chance de survie. Donc on ne reçoit que 15% d'une génétique qui est assez stable, 7,5% de notre père, 7,5% de notre mère, qui représente les influences transgénérationnelles. Notre famille est passée à travers un certain nombre d'événements
qui sont des fois très typiques à notre famille. Ça peut être les guerres pour les Européens, ça peut être, ou bien sûr certains Canadiens ou Américains, ça peut être des faillites, ça peut être des hontes, ça peut être donc des fois des choses très difficiles. Ça peut être aussi des abus sexuels ou des problématiques, des, 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 euh, des conflits relationnels, bon, toutes sortes de choses qui ont pu se passer, l'alcoolisme, certaines addictions. Et donc ça va encoder finalement que 15% de notre génétique. On va développer certains organes pour survivre à ça et s'adapter à ce milieu-là. Ça, c'est le milieu familial. Par contre, pour notre maman, là, c'est 85% de sélection de nos gènes qui vont répondre à supporter notre mère pour mieux survivre à elle et l'aider en fait au fond à mieux survivre. Donc ça va bien sûr déterminer toute une tendance physique, émotionnelle, comportementale et psychique même, pour s'adapter à notre mère, à notre père. Et durant la petite enfance, ces choses-là vont s'imprégner d'une manière très profonde et on va être dans un mode purement réactif. Donc on va être très loin de nous-mêmes. C'est vraiment les racines, la vallée profonde de notre être, d'où l'on vient, mais qui ne correspond pas du tout forcément à qui on est. Seulement, ça va nous permettre de nous enraciner et de nous sécuriser. Alors dans cette première partie de la vie, que les anciens Grecs appelaient la phase pornoé. La phase pornoé veut dire le peau à peau, la peau nue. On est comme justement ce petit enfant qui est nu, qui est collé au sein de sa mère, qui est collé à sa peau et à celle de son père, et qui est en totale imprégnation, surtout dans le ventre de la mère, mais même jusque dans les 6-7 premières années, en totale imprégnation de ce qui va se passer dans son environnement direct. Et il doit s'y conformer, s'y adapter pour survivre, et soulager surtout ses parents, pour que ses parents puissent continuer à s'occuper de lui. Alors cette relation, parfois elle peut être très biaisée. Si les parents nous ont désirés pour se consoler, pour donner du sens à leur vie, pour les aider plus tard à la ferme ou dans le travail, ou pour enfin se sentir moins seul, eh bien on se trouve dans une situation inverse où l'enfant est là pour parenter les parents. Si par contre l'enfant est désiré pour lui-même, pour offrir une chance à un être de recevoir tout l'amour de surplus qu'ont un couple, là c'est tout à fait différent. Cet enfant va être respecté, il va recevoir de l'attention, de l'amour, de l'estime, et il va construire ce que l'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important, c'est la capacité à savoir que juste en étant, on peut être aimé. Donc cette capacité à se sentir aimé, certains enfants en sont remplis. Et ils savent que sans rien faire, juste en étant là, ils s'attendent à ce que le monde entier les aime. Parce que leur premier A, leur premier Dieu, qui sont leurs parents, les ont aimés. Donc ils s'attendent naturellement, ils ont ça dans leur empreinte, dans leurs racines, dans leur vallée. C'est un lit confortable sur lequel ils s'appuient dans la vie. L'estime de soi est quelque chose qui se perd beaucoup parce que dans notre société de confort, la petite enfance est vécue plutôt comme une contrainte pour les parents. 80% des mères ne parlent jamais à leur enfant pendant la grossesse. Ensuite, dans la petite enfance, c'est souvent vécu comme une charge lourde, et c'est que quand l'enfant commence à interagir davantage avec les parents, vers 3, 4 ans, 6 ans, 7 ans, que les parents commencent à avoir du fun avec les enfants. Avant, ils sont souvent bloqués, ils ne peuvent pas faire leurs loisirs, donc c'est souvent une contrainte. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans nos sociétés plus orientées vers le loisir et le plaisir. Donc la plupart d'entre nous venons avec une estime de soi un petit peu diminuée souvent. Et ça, c'est dans nos racines, c'est quelque chose de réflexe. Est-ce qu'on se sent être aimé pour ce que l'on est ou non? Alors on va souvent le compenser dans la deuxième partie de la vie, qui est, dès que la dentition définitive se met en place, entre 6 et 8 ans, cette estime de soi est enracinée. Et on passe à une deuxième étape, qui est le développement de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est plus dans l'être, c'est dans le faire. Les enfants, de 6-8 ans à 13-14 ans, jusqu'au début de l'adolescence, le changement hormonal, vont être à se mettre toujours en compétition avec eux-mêmes, à vouloir se dépasser constamment et développer leur capacité, leur sentiment de puissance, leur volonté. Est-ce qu'ils sont capables de se dépasser? Ils veulent tout le temps que les parents apprécient ce qu'ils font, et ils vont se mettre effectivement en compétition, en challenge avec tout ce qui est autour d'eux, des amis, mais ça peut être avec la nature, avec les éléments. Et grâce à ça, ils vont développer une confiance en eux. Si je suis capable, I want, I can't, si je suis capable de faire un certain nombre de choses, alors j'ai confiance en moi. Souvent, les gens confondent la confiance et l'estime de soi. Et quand on a une faible estime de soi, ce qui est l'essentiel de notre société occidentale, on va le développer par une grande confiance en soi, une grande capacité à faire.
et on va devenir des faiseurs parce qu'on a du mal à être. Et on va après apprendre à se développer, même à aimer en faisant. Et le faire est lié au commerce. D'ailleurs, les Grecs appelaient cette deuxième partie de la vie l'éros, la phase éros. Cette phase éros, c'est un échange, c'est un dialogue avec l'autre. Et donc, je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose. Dans la phase pornoé, on reçoit à 100% de nos parents et on se construit en fonction de ce que l'on reçoit. Dans la phase Eros, on va commencer à donner à 25% avec l'espoir de recevoir 75%. Et ça, c'est bien la définition du commerce. Investir le minimum, ou le rapport 20-80, on investit un minimum pour gagner le maximum. Nos sociétés sont basées là-dessus, malheureusement, au détriment d'autres sociétés qui sont moins développées. Et alors donc dans cette partie, voilà, on va essayer d'attirer l'attention et de la reconnaissance par des coups d'exploit en développant cette fameuse confiance en soi et cette capacité à faire. Dans la deuxième, mais donc parfois ce qui arrive le plus souvent dans ces deux parties de la vie, c'est que soit les parents nous laissent à nous-mêmes et on se blesse, et donc on se dit je ne suis pas capable parce qu'on n'a pas été assez accompagné et on manque de confiance en soi, soit sinon les parents nous assistent trop et on n'arrive pas à se dépasser et on se dit aussi je ne suis pas capable parce que je sais très bien que j'y suis arrivé grâce à papa, grâce à maman. Donc en fait c'est un accompagnement idéal où on pousse l'enfant de plus en plus vers l'autonomie en l'assistant au début et de moins en moins au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il grandit. Ça c'est l'idéal. On a rarement, chacun de nous a été accompagné de cette manière-là, mais dans nos sociétés quand même relativement souvent. Et donc notre confiance en nous est plus ou moins bonne. Voilà, deuxième racine, deuxième niveau de la vallée. Là ensuite on arrive à cette étape de l'adolescence, cette étape cruciale où la plupart du temps on n'est plus du tout abandonné. Ce tunnel noir qu'appellent les psychologues, cette espèce d'orage hormonal qui vient rappeler aux parents leur propre orage hormonal dans lequel ils n'ont jamais réussi à vraiment franchir, qui les met en stress, en détresse, et dans toute cette opposition qu'il peut y avoir avec les parents. Et pourtant, c'est l'époque où en réalité l'adolescent cherche à rencontrer l'autre. C'est le moment de la rencontre. C'est plus le dépassement de soi, c'est je veux rencontrer l'autre. À ce moment-là, on rentre dans la phase que les Grecs appellent la phase philie. Philie veut dire l'amitié. Et c'est le moment où on rentre dans cette relation beaucoup plus équitable, où on veut donner à 50% et recevoir à 50%. Et c'est comme ça qu'on se fait des amis. C'est pas en les truquant, en leur donnant 25 et en voulant recevoir 25 comme les enfants le font. Ils s'attendent toujours à être un peu plus aidés, les enfants, ce qui est normal pour un enfant. Mais si on reste dans cette étape, ça devient normal plus tard. Et donc, dans la phase philie, comment devenir ami avec l'autre, c'est faire interface, c'est 50-50. C'est, ou 100% et 100% si vous voulez, mais c'est plutôt 50-50 en réalité. C'est l'art de questionner l'autre et d'écouter la réponse. Si je questionne mon environnement, ce que les Grecs appelaient aussi la maïotique, j'aime beaucoup la philosophie grecque qui a enraciné nos sociétés, si on développe l'art d'interroger le monde, les plantes, les animaux, les pierres, tout ce qui est vivant en réalité, et surtout l'autre, l'être humain, alors à ce moment-là, on peut avoir des réponses. On peut même interroger son être intérieur, le monde invisible, des choses qui sont de l'ordre de la supraconscience ou de l'inconscience. Tout est interrogeable, dès qu'on développe l'art d'interroger et de rentrer en dialogue avec la vie. Et ça, c'est une des sources les plus enrichissantes de notre être, qui nous permet d'être connectés le plus au monde qui nous entoure et même à notre monde intérieur. Et dans l'adolescence, le plus souvent, les enfants sont laissés à eux-mêmes et ils vont développer ce qu'on appelle le monde de l'illusion. Ils commencent là. Parce qu'ils vont se faire des idées, ils sont bourrés d'hormones, et déjà, le fait qu'on se sexualise énormément avec les hormones font que les jeunes filles vont se faire des idées sur les garçons, et les garçons se faire des idées sur les jeunes filles, qui sont tout à fait différentes, parce qu'on développe des hormones dans des niveaux totalement différents. L'homme va augmenter son taux de testostérone, qui est l'hormone particulièrement physique et liée beaucoup à la volonté, avec ce désir de donner à l'autre. De donner, mais son énergie, sa force, son intensité. Et la jeune fille, elle, va développer un grand taux d'œstrogène. 10 fois plus de testostérone chez l'homme, 10 fois plus d'œstrogène chez la jeune fille. L'œstrogène va amener à rentrer en contact avec l'autre. C'est l'hormone qui prend soin de l'autre, mais c'est l'hormone qui ressent, c'est l'hormone de l'émotion. Les jeunes filles vont développer 10 fois plus de possibilités à s'émouvoir des choses. Et c'est pour ça qu'elles recherchent sans arrêt la relation pour pouvoir transmettre ses sentiments.
Et la jeune fille a besoin d'être écoutée parce qu'en fait, elle veut donner. De la même manière que l'homme veut donner, sur le plan physique, sur le plan de l'énergie, de la volonté, la jeune fille, elle, veut donner sur le plan des émotions. Donc elle, selon sa capacité à interagir avec son interlocuteur, jeune fille ou jeune homme, elle va sentir qu'elle peut recevoir de l'énergie davantage du masculin, elle peut donner son énergie émotionnelle ou pas, et plus elle questionne, plus elle peut faire cet échange de manière correcte. Mais si elle ne développe pas cet art d'interroger son environnement, alors elle se fait des illusions dans les deux mondes et elle va énormément souffrir. La même chose pour le garçon. Les sources d'intérêt vont être un peu différentes, bien sûr, mais les heurts et les déceptions peuvent être terribles et rentrer dans un manque de confiance en l'autre. Et là, c'est plus la confiance en soi, c'est la confiance en l'autre. Mais la confiance en l'autre, c'est la confiance dans les pierres, dans le monde, dans tout ce avec quoi on rentre en dialogue. Et souvent, les gens vont se tourner vers la nature parce qu'elle est plus facile à interroger et à recevoir, ou vers un plan mystique éventuellement, dans des choses dans lesquelles, finalement, dans le doute, on peut espérer. Parce que dans l'humain, souvent, c'est des gros clashs qui se sont passés. Et donc, le plan émotionnel qui se développe dans l'être humain à ce moment-là peut être très précaire. Arrive ensuite la dernière étape du fonctionnement de cette personnalité, de cet ego, c'est dans cette phase après l'adolescence, le moment où on commence à faire nos études, on va prendre un métier, c'est l'engagement à la société. C'est comment je vais m'engager pour servir dans cette société. Et là, on va développer beaucoup notre plan psychique, notre plan mental, nos pensées. Où je m'oriente, où je vais. J'ai une estime plus ou moins de moi, j'ai une confiance plus ou moins en moi, j'ai une capacité de dialoguer avec le monde. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je m'oriente vers où? À quoi je dédie cette énergie, ma capacité d'être, de faire et d'interagir. Et là, je vais choisir un métier, je vais choisir à me rendre utile et finalement à rentrer au service de la société. Et à vouloir au contraire me faire servir par la société parce que je suis perdu, je suis dans la confusion totale et je veux me faire servir plutôt que de servir. Ces 4 étapes de la vie vont nous donner l'état de notre personnalité. Elle peut être magnifique, cette personnalité, mais ensuite, vers 25-30 ans, quand le système hormonal et neurologique sont finalisés, arrive le moment du soi, ce que Jung appelle le moment du soi, ce qu'on pourrait appeler le capitaine du bateau, ou cet alpiniste qui lui veut nous faire découvrir vraiment notre véritable être, cette impulsion vers une autre dimension de la vie, pour devenir un créateur. Et on va travailler sur ces 4 étapes. Si l'accès ou la découverte de cet dynamisme intérieur n'est pas là, à ce moment-là, on va juste travailler avec ces 4 forces ataviques, et même si on a été très bien construit, on peut très bien utiliser notre vaisseau pour faire de la traite d'esclaves. Ou alors, si on a un vaisseau qui a été très mal construit, on peut s'en servir comme Mère Teresa pour aider tout le monde. Donc c'est pas si important le vaisseau, ce qui est important c'est ce dont on va en faire. Et bien sûr, pour pouvoir l'utiliser plus correctement, il va être intéressant de travailler sur cette construction de l'être. Car à tout moment, on peut reconstruire les différentes étapes de la vie, et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir aller vers cet état de bonheur, tout en travaillant nos racines pour pouvoir fleurir et faire les fruits qui nous ressemblent dans notre être le plus profond. C'est très important de comprendre comment on a été construit, cette distinction entre ces deux mondes, ce monde de la vallée, ce monde des racines, et ce monde, cet élan vers notre vraie dimension, cette dimension de l'âme qui est liée à un monde plus essentiel, qui va devoir utiliser cette sève qu'il passe dans tout notre être. Et on a un moyen de pouvoir travailler sur cette dimension intérieure. Alors, en résumé, il y a 2 travaux qui peuvent être faits pour pouvoir, 2 travaux qui sont à faire en parallèle. Bien sûr, dès qu'on est adulte et qu'on veut retrouver sa santé, on veut accéder à ce bonheur, on veut accéder à cette paix, à cette harmonie avec les autres, il va être bien sûr évident que ce travail est double. Le travail que je vous ai présenté dans la 2e capsule, de découvrir cet être intérieur, de se nourrir de cette lumière qui peut transcender, transmuter tout ce que l'on est, ça c'est un travail descendant. Ça ressemble un peu au travail du poumon. Il prend l'énergie, il prend l'oxygène, et l'oxygène pour le cerveau c'est du feu, c'est de l'esprit. Il l'intègre dans le sang et il nous revitalise. À chaque battement cardiaque, à chaque inspiration, on incarne, on matérialise l'essence, l'esprit.
cette essence d'air va rentrer dans notre corps. Ça, c'est le travail que nous avons vu dans la deuxième capsule. Là, maintenant, je vous propose un travail qui est le contraire, le travail du rein. Le rein, lui, dissout tout ce qui est inutile. Sans arrêt, il est en train d'analyser en permanence toutes les données dans notre corps et il élimine tout ce qui est inutile dans notre corps. De la même manière, c'est important de revisiter nos racines, notre vallée, ce qui nous a construit, notre maison, nos fondations, pour revisiter les endroits qui finalement sont des poids dans notre vie pour être ce créateur. Et ce travail entre l'énergie du rein et du poumon, entre l'énergie du poumon qui est descendante, qui matérialise l'esprit, et l'énergie du rein qui spiritualise la matière, qui la rend plus fine, il doit être double. À la fois, on doit être ce sculpteur qui transforme la matière qu'il avait, comme le David, comme de Michel-Ange, quand ceux qui voulaient le tester lui ont donné la pierre la plus difficile au monde à tailler, et il a réussi à en faire le David. Ça, c'est le meilleur exemple de ce qu'on peut faire sur cette personnalité, sur cet ego qui nous a construit, et sur ce vaisseau. Donc peu importe l'état, notre créativité peut transformer ça. Et en plus de ça, si on fait ce travail d'illumination de notre être, de se nourrir de lumière, d'essence, alors ces deux travaux ensemble peuvent faire merveille. Alors ce premier travail, il consiste déjà à regarder, à faire un premier bilan, de comprendre comment vous avez été désiré ou non désiré. Est-ce que le père était là? Est-ce qu'il était absent? Est-ce que vous avez été vraiment tout à fait, dès le début, à supporter votre mère parce qu'elle passait des épreuves terribles ou pas? Derrière tout ça, il y a toujours en fait une énergie, il y a une puissance. Et cette puissance, c'est l'idée, c'est de la récupérer à votre service et non de plus en être victime. On comprend bien que plus l'enfant a été chéri, plus il a été désiré et plus il a été supporté et câliné, plus en fait cet enfant va avoir cette estime de soi très forte. On sait maintenant, à l'inverse de ce qu'on apprenait dans le passé, qui est même encore malheureusement encore traduit par certains pédiatres, c'est que plus un enfant est séparé rapidement de sa mère, plus ça fait un dépendant affectif. Plus au contraire il est câliné, plus il y a du pot à pot, l'enfant reste longtemps avec ses parents dans leur lit, dans la chambre, dans leur intimité, et plus en fait ça va faire un enfant qui va être indépendant affectivement plus tard. Indépendant. Et donc fort et capable de sécuriser les autres. Plus l'enfant est séparé jeune, plus en fait il va être face à des fortes insécurités qui va limiter sa capacité de faire les ascensions de son être. Mais ça encore, bien sûr, ça peut se changer dès lors qu'on commence d'abord à se dissocier de ces deux natures. On a une essence et on a une maison. On a un capitaine et on a un bateau. On a une sève et on a un corps dans lequel cette sève passe. Et dès qu'on commence à travailler point par point sur cette maison-là, à refaire certaines fondations, à réaménager des choses, comme une rénovation de maison. Donc une première chose que l'on peut faire, et on en revient à cet exercice dont je vous parlais le soir avant de se coucher, c'est de rencontrer le petit enfant qu'on a été dans la vie intra-utérine, dans la toute petite enfance, et lui dire: écoute mon chéri, maman, papa, pour X raisons dans leur situation, ils n'ont pas pu te donner ce que tu avais besoin, cet amour, cette attention, cette estime, ce respect. Donc maintenant, pendant 2-3 semaines, tous les soirs, je vais moi te parenter. Et je vais te donner tout cet amour, toute cette attention, toute cette estime, ce respect, cet amour profond. Je vais te dire combien tu es bienvenu, combien tu es du bon sexe, comme tu es venu au bon moment dans la vie, et je suis tellement heureux que tu sois là. Et maintenant tu peux compter sur moi, et je suis ton parent à jamais. Et comme ça, en fait, en faisant ça tous les soirs et en s'endormant sur cette pensée, en imaginant ce petit bébé que l'on câline dans son lit, on est en train de faire fondre des schémas mentaux, qui étaient des schémas tout à fait arbitraires, qui sont liés à nos parents, qui ont été des réactions. Et on va pouvoir retisser des nouveaux schémas, des nouvelles empreintes, qui vont nous permettre de redévelopper une nouvelle estime de soi, un nouvel sentiment d'être aimé pour ce que l'on est. Parce que justement, on arrive à transmuer cette fameuse identité de qui on est. On n'est plus forcément juste le produit de nos parents, on est une énergie qui passe à travers eux. Et on utilise cette énergie pour la remodeler. Ça, c'est la première étape pour retisser cette fameuse estime. La deuxième étape, qu'on peut après revisiter pendant un autre 2-3 semaines, les moments de notre enfance. Dans notre enfance, nos parents sont peut-être séparés, il a peut-être fallu qu'on pallie au rôle du père, de la mère pendant une période. Au lieu de développer, se mesurer à soi-même, il a fallu qu'on s'occupe de la famille, des frères et sœurs, de différentes choses. Il y a pu y avoir des drames qui ont pu empêcher
cette capacité à se mesurer à soi-même et développer cette volonté, cette énergie, cette puissance intérieure, cette capacité qu'on est capable de tout. Comme disait Mark Twain, les enfants l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est ça cet état de 6, 8 ans, 7 ans à 14 ans. Et donc, si on n'a pas pu faire ça, si nos parents nous ont laissés à nous-mêmes, ou s'ils nous ont trop aussi étouffés, empêchés de pouvoir se mesurer à nous-mêmes, à ce moment-là, de la même manière, on peut rencontrer cet enfant dans un esprit d'être son coach et lui donner tout cet amour et lui témoigner tous les soirs combien il est capable, combien il est puissant, combien il est... et le revisiter dans cette époque-là. Et là, à ce moment-là, c'est plus une visualisation de tendresse et de la mettre dans le lit, de câliner, mais c'est davantage de se voir, de reprendre tous nos rêves d'enfance, d'être aviateur, d'être pompier, de tout ça, et d'encourager cet enfant, lui donner tout l'encouragement qu'il n'a pas pu recevoir. Car cette volonté, c'est ça, cette énergie du courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de transmuer ses peurs, mais il faut pouvoir les affronter. Et on n'a pas toujours pu affronter nos peurs à ce moment-là. Donc c'est tout retisser cette capacité de courage, d'aller rencontrer ces défis de l'enfance que souvent on a mis de côté. Et on peut visualiser des moments d'accompagner cet enfant comme on aurait aimé l'être, et de s'endormir là-dessus. Et là encore, on retisse certains schémas neuronaux. Troisième étape, c'est l'étape de l'adolescence. Et là, bien sûr, c'est là où on a souvent eu les plus grosses blessures. Et dans cette étape-là, encore utiliser les nuits parce qu'on travaille sur ce subconscient, sur ses racines, sur ce moment de la vallée. C'est pas le travail qu'on peut faire le plus dans la conscience. Mais on peut utiliser notre conscient pour agir sur notre subconscient. Donc à ce moment-là, avant de s'endormir, de la même manière, on rencontre l'adolescent qu'on a été et on devient son coach encore plus, mais dans le dialogue. Tu vois ce garçon, cette fille, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? On peut se souvenir de moments qui nous ont profondément blessés. Quand on a été blessé par des queen bees, par des garçons qui étaient hyper dominants, hyper machistes, ou qui nous ont battus selon qu'on était un garçon ou une fille, qui nous ont humiliés, avec lesquels on n'a pas su rentrer en dialogue, avec lesquels on s'est senti tout de suite braqué, choqué. Et là, en fait, avec l'énergie de l'être adulte que l'on est, de l'encourager à poser des questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dès qu'on est dans l'interrogation de l'autre, on est dans une capacité de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'écouter et de pouvoir être entendu de l'autre. Et là, c'est tous les concepts pour même mieux faire ce travail-là. Je vous invite à approfondir un peu la communication non violente, à apprendre à parler à cet enfant, cet adolescent, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Comment tu aurais aimé lui dire sans l'offenser, sans le blesser? Et on peut reprendre quelques moments de notre vie qui ont été particulièrement douloureux et revisualiser ce qui aurait pu se passer si on avait été accompagné et aidé pour poser les bonnes questions et se présenter dans son être et non pas vouloir contrôler l'autre, ou physiquement, ou émotionnellement, ou psychiquement. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Et là, dès lors, on lève des verrous et on se repositionne dans une situation de pouvoir refaire ça dans notre vie et retrouver cette capacité de prendre confiance en l'autre, dans la nature, dans tout ce qui nous environne et notre être aussi intérieur. Pour la dernière partie, le fameux engagement, c'est ce moment de l'âge adulte où on peut avoir été très perdu, parce qu'on peut avoir été, soit parce qu'on était multipotent, on savait tout faire, on a eu une enfance, des parents qui nous ont fait toucher à tout, et donc on était perdu parce qu'on savait. On ne savait pas quoi faire parce qu'on pouvait tout faire, ou le contraire, on s'est senti dirigé dans une voie unique, parce que nos parents, notre famille nous amenaient que vers là, on n'a pas eu le choix, et on a souffert ça comme un esclavage. Dans les deux cas, on peut avoir des crises d'orientation. Et donc là encore, avant de s'endormir, on peut poser des questions on peut rentrer en relation avec ce jeune adulte et lui reposer finalement au fond des questions. Mais une question de qu'est-ce qui te rendrait heureux? Quelle est la chose qui te permettrait de se sentir fier? C'est le moment où au fond on veut servir les autres. On veut servir la société, on veut que notre vie serve à quelque chose. Dans quelle dimension de ton être tu sentirais que tu peux apporter le meilleur de toi au monde? Qu'est-ce qui pourrait faire une différence? Le fameux drame des jeunes qui veulent tous faire une différence sans forcément faire les études, sans faire d'efforts, mais ils veulent tous faire une différence sans se donner les moyens. Souvent parce qu'ils n'ont pas été accompagnés à se poser cette question-là. Comment moi, dans ma structure, dans mon intelligence, on sait qu'il y a plus d'une douzaine, une quinzaine de types d'intelligence et que quand on respecte notre propre intelligence, alors on peut faire des merveilles, des prodiges dans n'importe quel domaine. Apprendre en fait à écouter notre propre intelligence, la respecter et se poser les questions dans quelle
dans quel espace je sens que je pourrais rendre le monde plus heureux. Alors en accompagnant ce jeune adulte en s'endormant, il se peut que vous fassiez des rêves, que vous ayez des réveils même de rêves que vous aviez laissés complètement de côté et que vous mettiez à rêver des choses que vous aviez abandonnées. Et comme l'être humain devient ce qu'il rêve, il se peut même qu'il y ait une transformation dans votre vie parce que vous levez des verrous d'une réorientation profonde intérieure. Une fois que tous ces 4 domaines, ces 4 racines ont été levées de certains verrous limitants, alors le travail d'ascension de votre être, ce travail que vous pouvez faire au fond, qui est accessible à tous et qui est un peu le même pour tout le monde, de cette respiration de l'âme, là devient une vraie possibilité, sans que vous soyez avec des filtres qui vous empêchent d'avoir accès à cette méditation, cette capacité à vous promener en nature, à rentrer en contact avec les autres et être toujours dans cet émerveillement. Chaque être est un univers, chaque être a un intérêt profond, mais nos filtres nous empêchent de le voir dans son essence. Dès qu'on se libère de ces filtres-là en nous, alors on retisse cette capacité à pouvoir se choisir soi et laisser l'autre être lui-même. Dès que l'on fait ça, on devient dans une forme d'état intérieur de paix et de bien-être qui fait que toutes nos relations avec l'autre sont beaucoup plus simples, mais aussi on attire des gens qui nous correspondent beaucoup plus. Et à ce moment-là, la capacité à envisager de faire un couple beaucoup plus sain, faire évoluer son couple quand il était pris dans des schémas que nous-mêmes, en fait, nous projetions par nos langages non-verbal, nous exigions de l'autre qu'il se comporte comme ça parce que c'est nos croyances ataviques, et bien tout ça change. Et tout d'un coup, on offre l'opportunité avec quelqu'un avec qui on vit depuis 20 ans, 30 ans, de se transformer, d'avoir l'autorisation de se comporter différemment avec nous. Parce que nous-mêmes lui offrons cette autorisation, parce qu'on se l'offre nous-mêmes. Et plus on commence à faire un travail de se nourrir de notre âme, cette respiration, respirer tout simplement ce qui est, ce bonheur, cette joie, cette vie qui nous entoure, sans ces verrous, alors on intensifie tellement nos vibrations que toutes nos relations changent. Et on attire aussi d'autres amis, d'autres relations dans notre vie. Voilà pour cette 3e capsule. Merci. Intense.